Merci beaucoup, professeur Younes. Merci beaucoup à la ISMAR. Alors, le débat concerne la nutrition hypocalorique chez l'enfant sceptique, pour ou contre. Il était prévu qu'on soit deux, donc je ferai quand même le pour et contre, et en donnant une conclusion qu'on pourra discuter par la suite. Pourquoi parler de la nutrition, particulièrement chez l'enfant sceptique en réanimation? Parce que très souvent, on se retrouvait devant des enfants qui étaient tout à fait bien portants au début et qui se retrouvaient un petit peu plus tard complètement dénutris, sans masse musculaire. Et on mettait ça sur le compte de l'hypercatabolisme, un peu comme chez l'adulte, de l'hypermétabolisme, des dépenses énergétiques qui étaient très importantes, particulièrement pendant la phase inflammatoire, et chez des enfants qui sont incapables de se nourrir, avec des réserves faibles, rapidement épuisables, et ils sont en plein développement, donc toute carence allait entraîner des conséquences sur la croissance, le développement neurologique et la trophicité. Raison pour laquelle, et depuis le travail de Long en 1979 déjà, il y avait des recommandations qui étaient ressorties par l'ASPEN, qui est l'American Society de Nutrition Entérale et Parentérale, et qui disait que pour l'adulte, il fallait multiplier par un facteur de multiplication les apports énergétiques liés au degré de stress métabolique, et pour l'enfant, elle était restée plutôt évasive en parlant d'un apport énergétique équivalent à celui d'un enfant sain. Alors tout ceci serait parfait s'il y avait peut-être un bémol qui était en 88, qui était M. Schwartz, et qui disait attention, chez l'enfant, ce n'est peut-être pas comme l'adulte, et que finalement cet hypermétabolisme dont on parle n'existe pas chez l'enfant en réanimation. Et quand il avait utilisé la méthode de choix, qui est la méthode la calorimétrie indirecte, il avait prouvé que finalement la dépense énergétique, une fois qu'elle avait été mesurée, elle n'était que de 56% à peu près par rapport à la dépense totale prédite, donc bien inférieure par rapport à ce qu'on pensait. Et que donc, si on faisait comme on l'a dit, il y avait un risque de surnutrition chez l'enfant en réanimation quand on faisait des équations de prédiction. Malgré ça, ça avait continué et tout le monde avait utilisé cette façon de faire avec des dépenses énergétiques chez un enfant sain, comme on le faisait. Par exemple, chez un nourrisson de 1 mois, c'était 100 kilocalories par kilo et par jour, jusqu'au moment où il y a une multitude de papiers qui ressortent après pour confirmer ce que Schwartz avait dit et dire que, attention, il y a une morbimortalité qui est bien plus importante et que si jamais le déficit énergétique n'était pas bon avec un risque infectieux, un lâchage de suture, recours trachéo, etc., et bien l'excès d'énergie aussi n'était pas bon non plus. Et que la morbimortalité allait en être augmentée, c'est ce que montrent les papiers qu'on retrouve en bas. Et d'ailleurs, en fait, qu'à y réfléchir à 2 secondes, si jamais donner des calories de plus nous permettait d'avoir des muscles, on aurait à peu près tous cet aspect-là. On serait tous parfaits, ce qui n'est pas vrai. Donc attention à la surnutrition, il ne faut peut-être pas faire ça. Et donc, c'est de ça que la notion de une sous-nutrition permise ou éventuellement trophique, fidine, tricalfidine ou enfin une nutrition hypocalorique, c'est le concept né de là, parce que quand on essaie d'y réfléchir, les enfants qui sont en réanimation sont des enfants qui sont parfaitement immobiles. Ils sont intubés, ventilés, sédatés et par conséquent immobiles, donc il n'y a pas de dépense énergétique. Que leur croissance, finalement, on dit que la croissance, c'est elle qui donne une dépense énergétique élevée et relativement ralentie en phase aiguë d'agression métabolique et qu'il y a une modulation due à l'inflammation, la température, la ventilation mécanique et particulièrement les traitements sédatifs et analgésiques. Tout ça, c'est bien, mais finalement hypocalorique, d'accord, mais à combien et comment on fait? Alors, il y a 3 choix possibles. Le premier choix, c'est la calorimétrie indirecte. C'est la méthode de choix. On n'a pas à en discuter, tout le monde est d'accord. Les recommandations aussi, l'ASPEN est d'accord dessus. Deuxième possibilité, ce sont les équations de prédiction. L'ASPEN était claire là-dessus. Elles ne sont pas parfaites, ces équations. Alors laquelle utiliser? C'est pour ça que j'aime bien l'article de Cotin qui est affiché tout à fait en haut et qui dit, voilà, il y a 80 équations. Voilà 40, il en a pris donc 40 sur des études qui étaient relativement robustes et se retrouver avec l'une des plus précises qui serait celle de Scofield qui inclut et le poids et la taille. Dernière possibilité qu'il propose, c'est l'utilisation de ce qu'il appelle les RDA, donc le Recommended Dietary Allowance, ou plus exactement donc les apports nutritionnels conseillés, et il disait qu'il fallait prendre ça sur à peu près 60% de ces RDA ou 65%. Comment? En phase aiguë et qu'un patient qui soit ventilé, on va prendre par exemple... voilà. On va prendre par exemple un nourrisson qui a 1 mois, c'est 100 kilocalories par kilo et par jour. On va multiplier ça par 60% et ça nous donnera une idée du nombre de calories qu'on est censé donner à ce nourrisson. Mais cette même étude avait dit, comme quoi attention, dès l'extubation, le travail respiratoire augmentait, que la sédation était arrêtée et que finalement la cible énergétique devait être un petit peu plus élevée et monter éventuellement à 80% de ces RDA-là, tout en précisant clairement qu'il n'y avait pas de données encore, que les données manquaient chez l'enfant à ce moment-là. Donc, oui, nutrition hypocalorique. Est-ce qu'il y a des recommandations? Non. Est-ce qu'il y a des méta-analyses? Alors, sur la Cochrane Librairie, avec l'étude de nutrition chez l'enfant, non. Par contre, chez l'adulte, il y en a une toute nouvelle en 2018, avec 15 essais, 3000 patients, et qui montrait que finalement, il n'y avait pas de retentissement sur la mortalité
au final, et que sur le côté durée de ventilation ou sur les complications infectieuses, les études restaient controversées. Donc oui, nutrition hypocalorique chez l'enfant septique, parce qu'il n'y a pas d'hypermétabolisme chez l'enfant, même en sepsis, qu'il est immobile, qu'il y a une croissance qui est ralentie, qu'il est sédaté, et qu'il y a une surnutrition qui augmente avec la morbimortalité, tout en disant attention, parce que la dénutrition est avec une morbimortalité importante, qu'il y a des conséquences sur la croissance, et que finalement, quand on voit les nourrissons qui atterrissent chez nous enfants sont beaucoup plus dénutris que obèses. En pratique, calorimétrie indirecte, si vous l'avez, tant mieux, mais malheureusement, elle n'existe pas, au fait, en tout cas au Maroc. Si on a besoin d'utiliser des équations, ça serait plutôt l'équation de Schofield, à prendre peut-être avec des pincettes, mais ça reste l'équation la plus valable chez l'enfant. Et puis enfin, peut-être avec des études un petit peu plus poussées, l'idée serait de faire les RDA, donc 60% des RDA tant que l'enfant est intubé, et 80% une fois après. Je vous remercie. Merci professeur Aziza Bentelha d'avoir traité ce sujet, un peu précisant un peu les données de la nutrition hypocalorique, des éléments pour l'hypocalorique et des éléments qui sont contre. Mais je pense que quand même il y a une publication en 2017 par l'équipe de Rotterdam concernant la nutrition chez l'enfant. Donc ils ont comparé quand même un bras de 700 malades où il y a cette nutrition hypocalorique et 700 bras où on faisait de la nutrition entérale plus la nutrition parentérale. Donc, ce qui est surprenant, c'est l'opposé de ce qu'on connaissait avant. On connaissait avant, il faut bien nourrir les patients de façon agressive pour qu'ils ne lâchent pas, pour qu'ils ne s'infectent pas. Donc, les messages de cette publication, qui est très intéressante, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, les deux groupes, ils ont reçu une nutrition entérale. Elle parle donc de nutrition entérale précoce si on la démarre dans les premiers 48 heures. Et il ne faut pas atteindre les grands objectifs, des petits objectifs qui se basent principalement sur la formule de Schofield, qui est très adaptée chez l'enfant. Alors que le RDA, je ne suis pas d'accord parce qu'il sous-estime. Et jamais il faut appliquer le Harris-Benedict. Donc la formule de Harrison-Benedict, c'est elle surestime. RDA, elle sous-estime. S'il y a une formule adaptée chez l'enfant, c'est le Schofield, je pense, et plutôt la meilleure de gold standard, c'est la calorimétrie. Personne ne dispose de la calorimétrie au Maroc, mais il faut se baser au moins sur Schofield. Donc l'étude, il dit, pour le groupe qui a reçu une nutrition parentérale précoce associée à une entérale, elle fait plus de complications que le groupe qui a reçu la nutrition entérale précoce et la parentérale, on la décale d'une semaine. Donc on démarre la nutrition parentérale à G8. Et donc ce groupe où on a démarré la nutrition entérale et la parentérale, on la décale à G8, elle fait moins de complications infectieuses. Donc c'est important, il y a moins d'infections que le groupe qui est bien nourri et moins de durée de séjour en réanimation, moins de ventilation. Et donc vous voyez que il y a beaucoup de bénéfices et même c'est économique, la nutrition hypocalorique. Et s'il y a un message fort, donc la parentérale, pas pendant la première semaine. Et ce qui est étonnant dans cette étude, c'est le groupe de patients dénutris, ils profitent de ne pas l'agresser par un apport hypercalorique. C'est très important. Même si le patient est dénutri, il ne faut pas l'agresser par un apport nutritionnel. Donc il faut le considérer comme les autres patients, démarrer doucement la nutrition entérale de façon précoce. Merci beaucoup, professeur Younes. Alors justement, je ne l'avais pas affiché parce que l'étude parlait beaucoup plus de l'intérêt de tout ce qui était parentéral par rapport à l'entéral. Or, le sujet était beaucoup plus, est-ce que hypocalorique, oui, non. Alors, je crois que le débat, finalement, je ne sais pas ce qu'en pensent d'ailleurs toutes les personnes qui touchent à tout ce qui est pédiatrique, je crois que la question ne se pose plus hypocalorique, oui, non. Je pense que hypocalorique, oui. Donc, le problème est relativement résolu. Maintenant, après, comment faire en pratique? Calorimétrie indirecte,
si c'est possible, bien sûr. Alors je viens de poser la question, justement, personne n'a de la calorimétrie indirecte, en tout cas chez nous, pour ceux qui peuvent en faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au Maroc, c'est de manière générale. Je crois qu'il y a une étude qui avait montré que sur l'exactitude, je ne sais pas, mais grosso modo sur 2 ans, il y avait un peu moins de 200 patients qui avaient été faits, ce qui était très peu, donc de manière générale. Donc calorimétrie indirecte, oui, si elle est possible, mais quand elle n'est pas possible, Scofield. Donc je pense que c'est celle qui est la plus adaptée. Aris Bénédicte, non, c'est beaucoup plus adulte que le reste. Et puis, bon, pour revenir à l'étude, effectivement, donc ça serait, attention, on avait peut-être tendance un petit peu à se dire les enfants se dénutrisent très vite. Alors je vais commencer la voie parentérale pour ne pas perdre de temps. C'est une très mauvaise idée. Il faut savoir attendre, mettre de l'entéral à chaque fois que c'est possible, quitte à peut-être commencer avec du sérum glucosé au début et une tolérance minime à l'entéral. Et par la suite, donc, éviter au maximum donc, la parentérale quand ce n'est pas nécessaire. Voilà. Ok, donc une question d'un enseignant de Marrakech. Les solutions de nutrition entérale et parentérale adultes sont-elles adaptées à l'enfant? Non, effectivement, non. Alors, en fait, il y a des solutions qui sont parfaitement précises, donc en fait, avec des mélanges qui sont adaptés à l'enfant et adaptés en fonction des âges aussi, pas seulement enfants tout venant. Alors, en pratique, nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Alors, nous avons tout ce qui, je ne sais pas pareil, est-ce que c'est pareil ailleurs? Donc, en tout cas, ce qu'on a, c'est la disposition à partir de 6 ans pour tout ce qui est nutrition entérale. Et pour ce qui est parentéral, nous avons à partir de 2 ans et plus haut, et éventuellement une autre composition pour les tout petits, mais qui n'est pas tout à fait adaptée. Donc non, les solutions de nutrition ne sont pas exactement pareilles à celles de Moi, je voudrais juste compléter. D'ailleurs, ce que vous avez dit dans les recommandations, on l'a constaté, c'est extrêmement important. La parentérale, on la démarre pas rapidement parce qu'il y a le risque d'infection important. Mais par contre, je reviens à l'entéral, on utilise la physiologie, le lait. Le lait. L'entéral, il existe au Maroc, heureusement, chez les mamans. C'est extrêmement important. Même chez le prématuré extrême. Le seul problème de l'alimentation entérale, c'est principalement l'entérocolite et ces risques un peu, ce qui est rare, un peu fréquent chez le prémat, le nouveau-né qui est un peu embêté et tout, mais chez le nourrisson et l'enfant, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel qu'on ne peut pas utiliser le tube digestif dès l'admission, avec des petits débits, ce qu'on appelle trophiques, mais on peut l'utiliser à chaque fois qu'on peut. Malheureusement, la parentérale, c'est vrai, il n'y a pas assez. Il y a les acides aminés, le primène, il y a un peu le glucosé dans les J15, 30 et tout, mais on n'a pas aujourd'hui l'intralipide parce qu'il n'est plus commercialisé depuis quelques années, ça pose problème. Sachant que le lait, en fait, je suis sûr à 100%, on est bien d'accord là-dessus, mais en pratique, quand les malades sont hospitalisés avec des parents qui ne sont pas sur place, on a un petit peu de difficulté finalement à boire le lait de manière assez régulière. Il faut juste, dans la prescription du malade d'oreille pédiatrique, faire attention à l'apport calorique, chose qu'on ne fait pas. Il faut prendre le temps de compter les calories que tu as données dans ta prescription. Oui, il y a une question d'un médecin de Annaba. Bonjour, est-ce que cette nutrition hypocalorique chez l'enfant ne serait pas plus adaptée aux États-Unis et plus ou moins à l'Europe du fait de taux croissant d'obésité infantile chez eux? Non, non, pas du tout. En fait, justement, c'est à ça qu'on revient. Ce n'est pas un problème d'obésité avant. C'est-à-dire que des enfants qui sont même obèses, admettons, donc en fait, même non obèses, c'est-à-dire dénutris au début, ont besoin d'une nutrition hypocalorique et gagnée. C'est ce que disait le professeur Yunus juste avant. C'est-à-dire qu'un enfant qui est dénutri, admis en réanimation dénutrie, ce n'est pas une raison pour aller vers une hypernutrition ou vers un apport hypercalorique. Au contraire, il faut aller plutôt sur l'hypocalorique et que la morbi-mortalité n'en est qu'améliorée. Bon, je peux aller plus loin, c'est-à-dire en matière de nutrition, le patient ou l'enfant passe par 3 phases. Et la phase d'agression, il y a plusieurs médiateurs d'inflammation, la phase de stabilisation et la phase de recouvrement. La phase d'agression, est-ce que si on nourrit le patient, il va profiter? Non, il ne va pas profiter. La phase d'agression dure quelques heures, voire quelques jours. Hein. Il ne va pas profiter. Et le principe de la nutrition hypocalorique, c'est effectivement pour stimuler cette notion très importante qui commence à sortir, c'est la notion d'autophagie. C'est l'élément le plus important. Et donc, on stimule l'autophagie. L'autophagie, l'hypocalorie va stimuler l'immunité et va stimuler plusieurs cellules pour consommer les cellules détruites. C'est un recyclage d'énergie. Donc, le fait d'être hypocalorique, ça va recycler l'énergie et c'est bénéfique pour le patient, pour cette notion d'autophagie. Une question de l'infirmière à Bruxelles. Pour les parentérales, mettez-vous une voie centrale. De manière générale, tous les patients qui sont en réanimation et qui passent plus de 48 heures, on met une voie centrale systématiquement pour les abords. Désolée, pas très bien, je vais prendre l'autre. Voilà.
Là, c'est mieux, merci. Voilà. Alors, de manière générale, nos patients qui sont en réanimation ont une voie centrale pour diverses raisons. Et parce qu'après, donc, un abord veineux chez des tout-petits est perdu. Mais pour ce qui est pour répondre à la question de manière directe, il y a le N7, il y a le N4, donc qui est valable éventuellement soit par voie périque, soit par voie centrale. Et donc, ça dépend classiquement de ce qu'on utilise. Si on a une voie centrale, ben, on préfère, bien sûr. Il y a d'autres possibilités, il n'y a pas que la voie centrale, il y a les PICC line, il y a les autres. Bien sûr. Donc ça, c'est intéressant, ça dépend de l'osmolarité.